la Société camerounaise de cardiologie et surtout la filiale de la cardiologie pédiatrique pour m'avoir donné cette opportunité de vous présenter quelque chose qui fâche dans une salle de cathétérisme cardiaque après une procédure. Vous vous retrouvez à faire une intervention sur une autre intervention. Embolisation en procédure interventionnelle chez le nourrisson et l'enfant, quoi faire? Je n'ai rien à déclarer dans ce contexte. L'embolisation reste une urgence majeure dans une salle de cathétérisme. La question est de savoir qu'est-ce que nous devons faire, quelle est la conduite à tenir lorsque nous nous trouvons devant cette situation. Dans le contexte d'embolisation, nous devons être en mesure de définir quel est le matériel qui a embolisé. Il s'agit d'une prothèse d'un device. S'agit-il d'un stent ou est-ce qu'un ballon a explosé et il s'est fragmenté, il y a une fracture? Lorsque vous êtes devant une telle situation, la connaissance anatomique, les repères anatomiques sont de valeur importante. Donc il faut savoir à quel niveau, quel est le point de chute de cette prothèse qui est embolisée. Lorsque vous avez su la position anatomique, cela devient un danger pour le patient, pour l'enfant, pour le nourrisson, pour l'enfant. Alors, il faut automatiquement, n'est-ce pas, donner de l'héparine. L'héparine parce qu'il y a risque d'embolie, il y a risque de caillots qui peuvent se former dans une prothèse qui a migré dans une position différente que la cible. Lorsque vous avez votre salle de cathétérisme, il est intéressant de savoir que nous devons avoir ce matériel. Ce matériel, vous voyez, il y a des piétons pour capturer les vis. Il y a des snars qui sont en forme de basket. Il y a des multisnars et des monosnars. Et puis, il y a des systèmes de récupération en termes de basket aussi. Donc, être sûr que nous avons dans notre salle ce matériel avant de commencer une procédure interventionnelle. Également, dans votre salle de cathétérisme, vous devez vous rassurer que vous avez des gaines d'implantation qui pourront être supérieurs, un diamètre supérieur, n'est-ce pas, au diamètre de la gaine d'implantation. Si vous avez implanté un device en utilisant peut-être, par exemple, un 14 francs comme gaine, lors de la récupération d'une prothèse qui est embolisée, vous n'allez pas utiliser le même diamètre. Vous allez augmenter 2 francs de plus pour avoir une gaine beaucoup plus large pour faire passer la prothèse qui est embolisée. Les voies d'abord sont d'une importance aussi capitale. Au départ, dépendant du type de la technique d'implantation, qui peut vous prendre soit les 2 voies veineuses et une voie artérielle, ou alors vous avez une voie veineuse et une voie artérielle. Donc, ça dépend du matériel qui a embolisé et qu'est-ce que vous avez comme technique de récupération. Donc, au minimum, 2 voies veineuses et une voie artérielle doivent être disponibles. Nous avons donc un petit scénario d'instinct qui a embolisé. Vous voyez par exemple, n'est-ce pas, le mécanisme.
Dans ce schéma, vous avez le canal artériel. Nous avons l'aorte thoraco-abdominale et vous avez le stent qui a été placé pour on a stenté le canal artériel et quelques temps après, vous retrouvez votre stent dans cette position. Et la technique donc de récupération dépendra maintenant de la position. C'est un enfant bien prématuré de 1,850 kg qui avait une sténose valvulaire pulmonaire critique qui ressemblait à une atrésie pulmonaire. En ce moment-là, il n'y a pas un flux pulmonaire et le relais est par le canal artériel. Pour que le sang arrive au niveau du poumon, il faut absolument qu'il passe par le canal artériel. Alors, lorsque vous avez un moindre doute que ce canal artériel est restrictif, c'est-à-dire il est réduit en termes de diamètre, alors en ce moment-là, vous avez un canal artériel à flux pulmonaire dépendant qu'il faille absolument stenter. Il faut stenter pour garder, n'est-ce pas, cet enfant en vie. Vous voyez un exemple de cet enfant, vous voyez à ce niveau, vous voyez le canal artériel avec les deux branches de l'artère pulmonaire, le stent est bien positionné. Et nous avons libéré le stent que vous voyez là. Nous avons libéré le stent. Et quelques temps après, on a retrouvé ce stent dans la l'aorte thoraco-abdominale. Vous étiez content de placer votre stent. Vous commencez même déjà à préparer ce malade pour sortir. Et il y a un événement qui se passe. L'enfant commence à manifester. On regarde, on trouve que le stent a migré. Qu'est-ce qu'il faut donc faire à ce moment? Nous avons parlé des voies, nous avons parlé de l'héparine, nous avons parlé, n'est-ce pas, du matériel de récupération, mais ici, je voudrais juste vous montrer à quel niveau nous y sommes. Nous avons pris la voie veineuse avec une gaine supérieure à la gaine d'implantation, parce qu'il est normal de rappeler que la technique, n'est-ce pas, d'implantation d'un stent respecte également la technique d'une angioplastie coronaire. C'est avec le matériel de l'angioplastie coronaire que nous faisons l'implantation du stent sur le canal artériel. Vous voyez que le stent, la gaine est là, le stent, le marqueur du stent est là, et nous avons utilisé un ballon pour réduire son diamètre avec un matériel de récupération qu'on a encastré sur le stent avant de le retirer sur la gaine. Vous voyez comment le matériel est. Et une deuxième situation que nous avons eue pendant notre expérience. Nous utilisons pour fermer le canal artériel chez les enfants et les adultes l'emplaceur d'Oclusor numéro 1. Voilà sa configuration. Nous avons la partie pulmonaire et la partie, n'est-ce pas, aortique. Ça, c'est la configuration, n'est-ce pas, de cette prothèse. Vous voyez là où elle se retrouve. Elle se retrouve distalement sur une branche de l'artère pulmonaire après embolisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons mobilisé, n'est-ce pas, cette prothèse et elle nous a montré, n'est-ce pas, la vis, n'est-ce pas, au-dessus, et tranquillement, nous pouvons venir avec un matériel de récupération à ce niveau pour l'attacher au niveau de la vis et le faire rentrer dans la gaine. Nous avons fait et on a réimplanté à cette jeune dame de 23 ans
une autre prothèse de type en place céphalo-occluder qui est différente, qui a une configuration différente à la place ducte occluder numéro 1. Donc, dans ce cas, il y a eu une hypertension artérielle pulmonaire dont on a évalué la réversibilité du shunt. Elle était réversible, mais le problème qui s'était posé, c'est ce que les anglo-saxons appellent le undersizing. Donc, on a mesuré, n'est-ce pas, la prothèse par rapport au diamètre du canal artériel, sachant que le canal artériel a cette capacité de réaliser des spasmes. Donc, durant l'implantation, il y aurait eu un spasme qui a fait migrer, n'est-ce pas, la prothèse. Alors, la question que nous sommes également posées, pourquoi est-ce que nous devons faire une intervention sur une intervention? Y a-t-il moyen d'éviter ces scénarios? Y a-t-il moyen d'éviter ces scénarios? La cardiologie interventionnelle a beaucoup progressé et beaucoup de techniques ont vu le jour pour éviter à se retrouver devant une prothèse qui a volé, n'est-ce pas, d'une position à une autre. Voyez par exemple ici, nous avons une prothèse en place céphalo-occluder. Nous sommes là dans une CIA, communication interauriculaire. Pendant qu'on déploie la prothèse au niveau de la CIA, cette prothèse est encore attachée à la vis, n'est-ce pas? On attache la vis à la vis un matériel de récupération. Un matériel de récupération qui nous permettra, lorsqu'on fera des éventuelles projections et des éventuels tests de réactivité pour voir est-ce que la prothèse est mieux implantée, est-ce qu'il y a le risque d'embolisation, on a toujours la sécurité, n'est-ce pas, qu'elle est attachée. Il y a une autre technique qui a vu le jour, n'est-ce pas? Vous voyez là, à ce niveau, la prothèse d'implante. À l'intérieur de la prothèse d'implante, on essaie de perforer, de créer, n'est-ce pas, un passage où on fait passer le guide tout en chargeant la prothèse. Ce guide nous permettra, lorsqu'on va déployer la prothèse, s'il y a une moindre embolisation, c'est ce guide-là qui va nous permettre de bien mobiliser la prothèse et de la récupérer facilement. 2010-2026, ça fait quand même 16 ans d'activité. Sur les 600 cathétérismes cardiaques, toutes interventions confondues en 16 ans, nous avons eu 3 embolisations. 2 récupérées et une envoyée au docteur Obé. Donc, il est très important, n'est-ce pas, lorsque vous entrez dans votre salle de cathétérisme, avoir votre matériel de récupération et surtout avoir votre chirurgien à portée de main. En conclusion donc, pour réduire le risque d'embolisation, il est important de bien planifier sa procédure. Nous avons parlé déjà dans les diapositives précédentes, est-ce que j'ai X, est-ce que j'ai Y, est-ce que j'ai Z. Insister sur les petits détails. Il n'y a pas d'expérience dans cette salle, dans la salle de cathétérisme. À tout moment, tout peut survenir. Donc, ne négligez aucun détail. Et vraiment, ne point prendre le risque de faire une procédure interventionnelle, surtout chez un enfant, si vous ne disposez pas de tout le matériel nécessaire.
Je vous remercie. Ok, vraiment, ces procédures sont, on a l'impression vraiment quand l'opérateur est en train de performer que c'est facile.